Bonjour mes amis, aujourd'hui j'aimerais vous parler d'isolation. D'isolation, j'ai failli dire de l'Occident. En fait, isolation de l'Europe, je vous raconte. Si vous regardez aujourd'hui l'Europe, elle vit au rythme des désirs, des fantaisies, des égarements américains. Les Américains, ils ont une grande habitude, ils ont un historique, j'ai même pas besoin de le démontrer, de fomenter des troubles à droite à gauche en fonction des fantaisies de l'occupant temporaire de la Maison Blanche. Et puis après, quand les mentalités changent, les sensibilités changent, ils partent et ils laissent le merdier. Exemple, l'Afghanistan, exemple très récent. Ils ont passé 20 ans, ils ont dépensé des milliards, ils ont laissé énormément de leurs boys, comme on dit. Ils sont revenus dans des caisses avec des drapeaux et des médailles. Et puis, voilà, au bout de 20 ans, quelqu'un s'est posé la question, mais qu'est-ce qu'on fout là, au fond? On ne sait plus. On est parti une époque, on avait des raisons, puis, vous savez, ça nous arrive tous. Hein. Ça nous arrive tous. Des fois, on prend des décisions, et puis des années plus tard, on se dit, mais pourquoi j'ai fait ça? Je me rappelle même plus des raisons pour lesquelles j'ai commencé. Bien, eux, ils sont comme ça. Sauf qu'ils sont capables de faire des trucs énormes, et puis un jour, changer de cap. Avant, ils faisaient ça dans des pays du genre Somalie, Syrie, Irak, Afghanistan, on se comprend, Vietnam, on se comprend. Là, aujourd'hui, ils ont passé une autre étape. Avec l'administration Biden, aujourd'hui, l'Europe, c'est le nouvel Afghanistan. Et l'Europe, joyeusement, joue ce rôle. L'Europe est très contente de suivre les fantaisies d'un gars qui n'arrive même pas à se tenir droit dans un escalier, qui n'arrive même pas à se tenir droit sur un vélo, qui parfois ne sait même pas où il est, parfois il est complètement perdu. Et l'Europe accepte aujourd'hui de partir, de détruire une bonne partie de son économie, de son bien-être, voire même de son futur, pour cela. Les Américains, un jour, on en aura le bol. Un jour, Biden finira son mandat, viendra une autre administration, ils se diront, mais qu'est-ce qu'on foutait là-bas? C'est quoi cette histoire avec l'Ukraine? Il s'appelle l'Ukraine? Montre-moi ça sur une carte, je sais même pas où ça se trouve. Qu'est-ce qu'on fout là-bas? Je sais plus, c'était Biden qui a décidé. Ok, ben, on se désengage et puis on va chercher d'autres endroits pour foutre la pagaille. Et à ce moment-là, ils partiront, ils se désengageront et ils laisseront l'Europe avec sa merde. Comme ils l'ont fait dans beaucoup d'endroits dans le monde. Ok. Aujourd'hui, ce que l'Europe est en train de faire, elle est en train de se punir. Parce qu'il faut savoir une chose. C'est pas la Russie qui est punie. La Russie n'est pas du tout isolée à l'échelle mondiale. Ce qui est en train de se passer, c'est quelque chose qui aurait pu se passer, et je pense même qu'il aurait dû se passer il y a longtemps. On est en train de voir une redistribution des cartes à l'échelle mondiale. Le grand perdant, c'est l'Europe. Il ne faut pas se leurrer. Le grand perdant, c'est l'Europe. Parce qu'aujourd'hui, l'Europe, vue sous tous les angles, commence à embêter beaucoup de monde. Les gens voient que c'est un vieux continent, comme on dit, fait de pays qui sont plus aussi brillants qu'ils l'étaient. C'est plus des pays qui font rêver, c'est des pays qui vivent sur une illusion d'une grandeur d'antan. C'est des pays qui n'ont plus de grandes réalisations collectives, qui n'ont plus de grands projets. C'est des pays qui n'arrivent même pas à se reproduire, qui n'arrivent même pas à assurer un renouvellement de leur population. Pour vous donner une idée de leur niveau moral aujourd'hui, au niveau collectif bien sûr. Donc c'est des pays qui font plus rêver. Économiquement, chaque année est pire que celle d'avant, ce qui montre un déclin. Et il n'y a plus de réalisation collective, mis à part des coups de pouce vélo, ou des chèques psy, ou des trucs comme ça, ou une aide pour payer le gaz, ou un truc comme ça. Il n'y a plus vraiment grand-chose. Okay, ce continent-là, parce qu'il faut savoir une chose, quand tu veux vendre ton idéologie, quand tu veux vendre ton idéologie, il faut quand même que tu sois brillant. D'accord? C'est un peu comme si quelqu'un venait vous vendre un plan ou un cours, comment devenir millionnaire. Il faut encore que le gars soit millionnaire. Mais si le gars est fauché et en faillite
et n'arrive pas à payer ses factures, c'est clair qu'il est très mal placé pour vous vendre quoi que ce soit sur cette thématique-là. L'Europe est aujourd'hui dans cette logique. C'est un continent qui, de son propre aveu, est en train de foutre le camp à tous les plans, mais en même temps, il se considère comme littéralement le phare de l'humanité, et il se considère ses valeurs et ses opinions du moment, ses sensibilités du jour, il les considère comme étant des valeurs universelles que tout le monde devrait suivre. D'accord? Ça n'a pas de sens. L'Europe, qui est en train aujourd'hui de s'auto-punir, pour des raisons, parce que vous savez, en Europe, on travaille sur l'idéologie. On s'est déconnecté du réel il y a très longtemps. On n'a plus aucune relation, on est divorcé complètement du réel. On suit purement des idéologues avec des théories farfelues qui changent d'un jour à l'autre, d'un mois à l'autre. Et puis, sur la foi de ces théories-là, on va engager notre avenir, on va engager l'avenir de nos enfants, on va engager notre bien-être. Et puis, on part sur des logiques qui sont purement de sacrifice. Parce qu'on ne gagne rien, on est perdant. Donc, on est dans une logique de sacrifice au nom d'une idéologie. On ne sait même pas quand est-ce qu'elle est née, on ne sait même pas pourquoi on est en train de la suivre, mais on la suit quand même. Okay. L'Europe, sur ce plan économique, est en train de s'isoler. Parce qu'il y a des cartes géostratégiques qui sont en train de se dessiner. Et c'est une erreur funeste, de mélanger politique et économie. Parce que l'idée, je vais vous dire à quelle. Je vais creuser un petit peu plus. Prenons le dollar, par exemple. Le dollar américain. Chaque dollar américain qui est imprimé, c'est un vol, là. Les États-Unis volent tout le reste de l'humanité qui détient des dollars. Parce qu'ils sont en train de diluer le dollar. Il faut savoir qu'à une époque, le dollar était adossé à de l'or. Les États-Unis disaient, chaque dollar que nous avons, que nous imprimons, que nous distribuons dans le monde, et que vous détenez, que vous acceptez en échange d'une marchandise, d'un bien ou d'un service, nous, États-Unis d'Amérique, nous le garantissons avec de l'or qui est entreposé dans nos réserves. Et n'importe qui, à tout moment, peut aller, en échange du dollar qu'il a en main, aller prendre de l'or à la place. Ça veut dire que ce papier que tu as en main, par le biais ou par le truchement de notre parole, de notre engagement en tant qu'État, c'est de l'or que tu as en main. Jusqu'au jour où il y a des pays qui ont commencé à demander leur or, en particulier la France. Charles de Gaulle avait flairé, la magouille avait flairé qu'ils étaient en train d'imprimer à qui mieux, les réserves étaient vides. Il a demandé le rapatriement de l'or de la France, et à partir de là, bam, les Américains ont dit, bon, écoutez, on va vous dire la vérité, c'est que il n'y a pas d'or. Il y a du dollar, vous pouvez en avoir autant que vous voulez, mais l'or, il n'y a pas. Et ce dollar, à partir d'aujourd'hui, n'est plus adossé sur rien du tout. Voilà. À partir de là, ce fut la dégringolade. Si on regarde la valeur du dollar en dollars constants, on va réaliser que les biens, les produits, tout ça, augmente. Il faut de plus en plus de dollars pour obtenir la même chose. Il y a une inflation énorme. Ou bien, vu sous un autre angle, une dévaluation du dollar. Quelqu'un qui, dans les années 70, avait une quantité de dollars et qui n'a pas échangé contre des biens ou autres qu'il a gardé en dollars, ben il a perdu 90% de la valeur de ce qu'il avait. Vous voyez? Donc, jusqu'à maintenant, ils arrivaient à vivre sur le dos de l'humanité gratuitement. Aucun peuple au monde, aucun pays au monde, de toute l'histoire de l'humanité, n'a eu ce privilège de pouvoir imprimer de la monnaie, et puis toute l'humanité doit travailler pour la gagner, mais il suffit de demander, de donner un coup de fil à la Fed, et il t'imprime autant que tu veux. D'accord? Donc, on peut se penser que, ayant ce privilège absolument extraordinaire, il pourrait au moins garder un petit peu profil bas par rapport au reste. Non. Non seulement
non seulement ils utilisent la monnaie déjà en temps normal pour spolier toute l'humanité et vivre à ses crochets et la bombarder quand ça leur chante, mais en plus de cela, ils ont décidé d'armer le dollar, d'armer les transactions. Ça signifie dire, on va couper ce pays des échanges internationaux, on va couper ce pays des transferts. Ça signifie qu'en plus, ils veulent tout en réalité. Non content de fabriquer du faux dollar, ils veulent en plus l'utiliser dans un contexte d'armes. Ça signifie qu'ils veulent l'armer. Vous voyez? Là, c'en est trop. Les pays aujourd'hui, beaucoup de pays dans le monde, la Russie, la Chine, l'Inde, beaucoup d'économies africaines, beaucoup d'économies d'Amérique latine, d'Amérique du Sud, beaucoup de pays commencent à se dire, c'est pas possible. Hein. Il y a une insécurité complète, il y a une instabilité complète. On ne sait pas demain le prochain résident de la Maison Blanche contre quel pays va prendre en grippe. Qu'est-ce qu'il va interdire? Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va bloquer? Donc, le résultat net, c'est que, contrairement à ce que dit la propagande que nous avons en Europe de l'Ouest, que nous avons au Royaume-Uni, que nous avons en France ou en Suisse ou en Belgique, peu importe ce que dit cette propagande, la réalité, c'est que le monde est en train de s'organiser, est en train de se créer une nouvelle organisation dans laquelle l'Europe n'aura plus vraiment sa place, dans laquelle le dollar n'aura vraiment plus sa place. Et c'est pour ça que les États-Unis s'agitent aujourd'hui. C'est pour ça qu'ils sont prêts à tout. Ils sont prêts à créer une crise économique mondiale, ils sont prêts à créer une guerre mondiale, parce que quelque part, ils savent que c'est les soubresauts d'un système qui est en train de s'écrouler, qui a toujours été en réalité condamné, au fond. Quand vous regardez, ce système-là n'avait pas de viabilité. Néanmoins, ils n'auraient pas mélangé politique et économie, ils n'auraient pas mélangé guerre et économie, et ils auraient continué en douce à imprimer des dollars, ils auraient peut-être pu tenir encore 20 ans, tranquillement. Ils auraient peut-être eu, en tout et pour tout, peut-être 80 ans, peut-être même un siècle de monnaie imprimée gratuitement, et puis spolier l'humanité entière. Et puis partir sur des dépenses complètement abracadabrantesques. C'est des dépenses typiquement de quelqu'un qui a trop d'argent. De quelqu'un qui a beaucoup d'argent, il ne sait même pas quoi en faire et qui va juste le claquer dans toutes les idéologies, dans tous les égouts en fait qu'il trouve. Donc, cette histoire-là, est en train de créer une réorganisation du monde. Ce monde s'organise contre les États-Unis et s'organise contre ce qui est aujourd'hui le caniche des États-Unis, qui est l'Europe. L'Europe centrale et de l'Ouest joue ce rôle de caniche et sera le dégât collatéral de cette histoire. Vous voyez? C'est ça le problème. Il risque d'être le dégât collatéral de cette histoire. Et finiront complètement isolés. Ça, c'est sur le plan économique. Sur le plan culturel, je voulais vous dire un truc. Vous savez, moi, je fais partie d'une génération qui tenait, je pense parler au passé, qui tenait à la francophonie. Nous pensions que l'influence bénigne de la francophonie sur nos pays apportait une culture, apporter une tradition, apporter un art de vivre, quelque chose qui était positif. Et c'était quelque chose, je fais partie d'une génération qui voyait avec beaucoup de complaisance, sinon encourager justement, l'arrivée de la culture, ou le maintien de celle-ci, de la culture francophone dans nos contrées. Il faut savoir une chose. Quand j'étais, et ça c'est très anecdotique ce que je vais vous raconter, ça tient de l'anecdote, mais c'est du zoom et du dézoom. On peut dézoomer et regarder la planète entière, mais on peut zoomer aussi et arriver au sein d'un ménage et regarder la télévision. Quand j'étais petit, qu'est-ce qu'on avait quand j'étais ado? On avait l'arrivée de ce qu'on appelait des antennes paraboliques, qui pouvaient être individuelles ou collectives. Ces antennes permettaient d'accéder aux chaînes de télévision françaises, entre autres. Mais
En Algérie, par exemple, ou en général dans l'Afrique francophone, les chaînes françaises étaient très courues. Je me rappelle, quand j'étais ado, je regardais le Club Dorothée, je regardais les Bronzés qui venaient chanter la Merguez Party. Euh, je regardais Pascal Sévran, la chance ou chanson. Je regardais l'école des fans, n'est-ce pas? Je regardais Ciel Montmardi avec De Chavannes. Ça vous rappelle des choses? On regardait le 13h de TF1, l'incontournable. Et puis, tout ça, je dis pas que la télévision, soit une représentation fidèle de la vie française ou de la culture française, mais je dis qu'elle en est, ou elle en était tout du moins, une facette. Par ce biais-là, on maintenait une sorte de contact avec la francophonie. Puis, très rapidement, en quelques années, le wokisme arrive dans la télévision française et la télévision occidentale en général. Et il arrive brutalement. Il représente, même en Occident, il représente une infime partie, peut-être 1%, 2% de la population, mais avec une capacité de lobbying, d'influence, voire même de terreur intellectuelle, qui dépasse de très loin sa masse représentative. Ce lobby va saturer les canaux de communication de sa propagande qui vise à normaliser un certain nombre de choses qui ne sont pas acceptées du tout au sud de la Méditerranée et qui n'étaient pas acceptées il y a très peu de temps au nord de celle-ci. Donc, le résultat net est que, et ça c'est un dégât collatéral, qu'on voit pas quand on est occidental. Mais j'aimerais vous le révéler aujourd'hui. Aujourd'hui, quand je vais en Algérie, par exemple, et j'arrive dans un domicile, il y a une télévision. Si j'allume la télé, je vais trouver quoi? Je vais trouver un canal libanais, Next. Je vais trouver 5 ou 6 chaînes turques, Next. Des chaînes égyptiennes, chaînes d'Abu Dhabi. Moi-même, je regardais beaucoup Abu Dhabi parce qu'ils ont de très bons reportages. Des chaînes de Qatar, des Émirats. Il n'y a plus, on ne trouve plus les chaînes européennes. C'est fini. J'ai vu plein de télévisions avec des fois un bouquet de 200 canaux. Il n'y a pas un seul canal français. C'est fini. Les gens ne regardent plus TF1. Les gens ne regardent plus Antenne 2 ou France 3. C'est fini tout ça. Ils ont éliminé ça de leur vie. La télé sort. Après, on va voir des gens qui vont plus lire les journaux français. Après, ça va toucher la littérature française. Au début, ça touchera la littérature récente, moderne. Mais après, ça touchera toute littérature française. Et puis, peu à peu, on va trouver des gens qui parlent plus français. Ou dans les terres classiques, traditionnelles de la francophonie, là, le français est remplacé par le turc. Je connais des Algériens aujourd'hui qui parlent plus français, mais qui sont capables de suivre un film turc en langue originale, en version originale. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une déconnexion. Il y a une déconnexion. De plus en plus, l'Occident, ou plutôt l'Europe, idéologisée, très agressive, subissant le diktat américain, partant même dans une rhétorique de guerre, est en train de faire en sorte que tout le monde se retourne contre elle. Par rapport au wokisme, je vais vous dire un truc. C'est quelque chose qui a braqué énormément de monde dans les pays arabes. Déjà dans les pays musulmans, ces choses-là sont extrêmement mal vues depuis toujours et ça le sera toujours. Mais alors là, avec l'offensive occidentale forcée
Il y a même le, il y a même le, c'était, je crois, au Qatar ou aux Émirats récemment, l'ambassadeur a été rappelé à l'ordre. L'ambassadeur américain a été rappelé à l'ordre parce il a tweeté depuis le compte officiel de l'ambassade de ce pays. Il a tweeté pour célébrer, je sais pas, le mois des fiertés, machin. Il a été remis à l'ordre sur Twitter, puis il a été remis à l'ordre officiellement. Aujourd'hui, on commence à voir réellement un braquage dans les pays musulmans, avec des affiches qui apparaissent dans les rues, des descentes. Il y a eu des descentes récemment dans les magasins saoudiens pour essayer de virer tous les jouets qui peuvent contenir des arcs-en-ciel et tout ça, considéré comme une offensive européenne ou occidentale sur leur culture et sur leurs valeurs. Et ça finira à terme. Alors au départ, ça commencera par les jouets qui ont des couleurs comme ça. Mais ça finira, un jour, tu veux faire entrer un livre de Zola ou de Victor Hugo, on l'enlèvera. Hein. On dira, c'est pas ce que ces gens distribuent comme idée, on veut pas. On n'en veut pas. Il faut savoir que si vous regardez dans les pays musulmans, c'est sous l'influence, bien sûr, de l'islam. Si on regarde dans le Coran, il y a un surah, la surah 21, surah al-Anbiya, qui est une surah qui parle énormément de prophètes passés, et puis des épreuves qu'ils ont vécues. Ça ne raconte pas l'histoire de chaque prophète, ça raconte juste le moment clé de sa vie, le moment quand par exemple Jonas qui va crier dans le noir, qui était sous une colère monstre, qui va devenir anxieux, tellement anxieux qu'il n'arrive plus à respirer, qu'il étouffe d'anxiété, et qui va s'écrier dans le noir, fait dolomètre, comme c'est écrit dans le Coran, c'est dans le noir. Mais en fait, c'est pas seulement le noir, absence de lumière, c'est pas comme s'il avait un bandeau sur les yeux, il avait un bandeau sur les yeux et sur le cœur, tout était noir, sa vie était noire, en fait. D'accord ? Indépendamment de la lumière qui pouvait exister sur le plan physique autour de lui. Et il va s'écrier, puis après, il y a une réponse, fastajabna, nous l'avons exaucé. Ce mot, nous l'avons exaucé, va revenir plusieurs fois dans le Coran, ou dans cette sourate. Okay, juste pour vous situer de quoi je parle. Donc cette sourate, elle va parler d'énormément de prophètes, et puis, très régulièrement, ils ont été soit au point le plus bas de leur vie, au point le plus difficile de leur vie, ils ont été soit exaucés, soit sauvés. D'accord ? Et là, il y a le verset 74 qui parle de Lot. Lot qui avait maille à partir avec des habitants d'un certain nombre de villages, je crois que c'était 7 villages. Et puis dans le Coran, il est dit wa ataynahu wa lutan ataynahu hukman. Lot, on lui a apporté hukman, on lui a apporté de la sagesse, wa ataynahu wa ilman, et du savoir. وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثِ. Et nous l'avons sauvé. Donc dans cette sourate, c'est soit nous avons sauvé, soit nous avons exaucé, voire les deux. Nous l'avons sauvé du village qui commettait les perversités. وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثِ. إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. Ils étaient des gens de mal et des pervers. La simplicité de la phrase إنهم كانوا قوم سوء. En arabe, il faut savoir une chose. Quand c'est écrit de manière simple, c'est beaucoup plus puissant, beaucoup plus frappant que quand c'est écrit de manière compliquée. Parce que l'arabe s'écrit et s'articule avec des constructions phraséologiques extrêmement recherchées, extrêmement complexes. Donc, c'est comme il y a un long poème et avec des phrases très complexes, sauf un passage وَمَنْ لَا يُمَانِعْ فِي أُمُورٍ كَثِيرَةٍ.
celui qui fait pas gaffe à beaucoup de choses. C'est super simple, mais c'est très fort. وَمَنْ لَا يُمَانِعْ فِي أُمُورٍ كَثِيرَةٍ. Il sera broyé. Celui qui ne fait pas attention à beaucoup de choses, il sera broyé, écrasé. Donc, dans ce verset, et il y en a beaucoup de similaires sur cette thématique, on va voir que ces gens avec lesquels Lot a eu maille à partir, sont considérés qawma sawin, des gens de mal. Et c'est écrit de manière simple. Simple, direct, sans possibilité de contextualisation ou d'interprétation ou autre. C'est simple. Innahum kanu qawma sawin fasiqin. Donc, vous voyez, quand vous voyez ce genre de propos qui sont au niveau du Coran, à tous les niveaux, qui sont au niveau de la sunna, au niveau de la culture personnelle, la culture familiale, la culture linguistique, la littérature, tout ça, vous êtes extrêmement loin d'aller vendre un discours wokiste dans les pays musulmans. D'accord ? C'est sacré. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que l'Occident est isolé sur le plan culturel et s'isolera de plus en plus. Et les pays, différents pays musulmans et autres, vont se retrouver entre eux et puis évoluer de manière différenciée. Et laisser l'Europe aux prises avec ses enfants et sa jeunesse qu'elle poussera de plus en plus vers des sexualités non reproductives pour des raisons climatiques ou autres, avec leurs dogmes, leurs histoires et tout ça. Mais bon, c'est terrible, c'est terrible. Je regarde comme ça l'Europe et je me demande où ça va. C'est apocalyptique en fait, c'est apocalyptique. Il fallait rester, j'ai presque envie, il fallait rester comme vous êtes, hein, comme vous étiez. Avec vos rois, vos églises, vos inquisitions et tout ça, finalement, c'était pas si mal que ça, au fond. Hein. Au fond. C'est pas si mal que ça, hein, si on regarde. Hein. Vous étiez encore en plus moins taxé à l'époque du féodalisme qu'aujourd'hui. D'accord ? C'est... Enfin. Je pense que j'en ai assez dit. J'ai beaucoup de choses à dire encore. J'en ai assez dit, je pense, pour ce soir. En tout cas, merci d'avoir écouté ma réflexion, d'accord, sur l'isolation de l'Occident. J'ai abordé aujourd'hui le volet culturel et le volet économique. Et j'espère juste me tromper. Je vous assure que souvent j'espère me tromper. Merci en tout cas et on se voit une autre fois.